D'habitude, les Insomniac Club, c'est en bonus des vidéos traditionnelles du lundi. Mais là, c'est la vidéo du lundi, qui n'est pas vraiment une vidéo. C'est un Insomniac Club. Mais ouais, parce que je suis confronté à un problème qui va devenir important dans les semaines, les mois à venir pour la chaîne. C'est que j'arrive un peu au bout des mangas dont j'ai envie de parler. Alors, il y a toujours des nouveaux mangas qui sortent. Il y a toujours des nouveaux mangas intéressants qui sortent, des mangas dont j'ai envie de parler et tout. Mais j'ai plus tellement de back catalogue. C'est un truc que j'avais déjà dit, je crois, dans une autre vidéo. J'ai plus tellement de mangas en stock qui sont pas de la nouveauté et dont j'aurais envie de parler. Alors, évidemment, il en reste plein. Je suis loin d'avoir lu tous les mangas du monde, mais il en reste pas plein qui me donnent envie de faire une vidéo dessus. Et en plus, j'ai pas lu tous les mangas du monde, évidemment, et j'ai pas envie de les lire en réalité. Euh, donc là, je suis un peu, je vois, j'ai prévu mes prochaines vidéos et tout, et je vois que ça va être de plus en plus compliqué de tenir le rythme d'une vidéo sur des mangas par semaine. Donc c'est pour ça que je vais renouveler un petit peu aussi ce que je propose sur la chaîne. À la rentrée scolaire en septembre, va y avoir une première interview. Je vous dis pas de qui, voilà, mais ce sera un peu un test, un peu un épisode pilote. Et puis j'aimerais bien en faire d'autres. Si vous avez des idées de gens que ça pourrait être intéressant d'interviewer, voilà. Mais attendez peut-être avant qu'on en reparle, attendez peut-être la première interview que vous voyez un peu ce que j'ai en tête. J'ai envie de faire des interviews longues et un peu au format de discussion, quoi, qui soit pas juste une suite de questions. On va voir comment ça s'organise. Mais donc voilà, donc même cet été là, j'ai pour ce qui reste de juillet et pour août, je sais que je vais avoir des problèmes de contenu. J'ai pas tant de mangas dont j'ai envie de parler, voilà. Ou alors des trucs mais qui sont pas terminés, donc j'attends les prochains tomes, enfin des choses comme ça. Au moins qu'il y ait deux trois tomes, pas parler d'un premier tome. Voilà, donc c'est des questions, c'est pas très intéressant, hein, mais rien ne sera très intéressant dans cet Insomnia Club. Je tiens à vous le dire tout de suite. Je pense que ça va pas être l'épisode le plus ouf, mais j'ai pas préparé grand chose, hein, cela dit, Euh, comme d'habitude en fait. De quoi je pourrais vous parler qui me travaille en ce moment? Ben, en ce moment, c'est un peu lié au manga et à la chaîne et tout. C'est vraiment la merde, hein. Je pense qu'on est tous d'accord en termes de crise économique. Pour tous ceux qui habitent en France, que je sais que j'ai un public pas que français. J'ai plusieurs Belges dans les réguliers de la chaîne notamment. Mais ce qui se passe en France et ce qui se passe en fait dans quand même beaucoup de pays occidentaux actuellement, c'est vraiment la merde quoi. C'est crise économique de ouf, des gouvernements ultra agressifs sur le sujet économique justement, et puis crise mondiale avec des guerres et tout. Enfin, ouais, ça sent mauvais quand même. Et c'est marrant parce que c'est la situation. Je vais y revenir après. On va refaire un petit peu un point politique. Je sais que vous adorez ça. Ben, en vrai, alors l'Insomniac Club très politique que j'avais fait il y a quelques temps, je m'attendais à ce qu'il soit donne voté à mort et que j'ai plein de commentaires ultra vénères. Et en fait, pas vraiment. Ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu très peu de commentaires de racistes, de trucs comme ça, parce que c'était globalement, je parlais beaucoup du RN et tout. Euh, En fait, non, ça s'est très bien passé. Vous êtes très bien comporté. J'ai un très bon public. Je suis très content. Voilà, donc on va reparler un peu politique. Mais ouais, cette crise et ce climat ultra anxiogène, c'est surtout ça en fait, ce dont je veux parler. C'est-à-dire que au quotidien, je trouve que c'est devenu dur depuis quelque temps de pas y penser tout le temps, quoi. De pas, ne serait-ce que via la crise économique. C'est-à-dire que faire les courses est devenu un truc cher, quoi. Acheter à manger est devenu cher. C'est devenu compliqué de gérer son budget, même en faisant pas des dingueries, quoi. Moi, en fait, alors, vous pouvez croire que je dépense mon argent n'importe comment, parce que j'ai plein de mangas, j'achète des livres et tout. Mais en fait, faut vous dire, et vous le savez, on est entre fans de mangas, c'est pas très cher les mangas. En vrai, je dépense, allez, entre 50 et 100 euros par mois en manga. Ce qui est beaucoup, c'est beaucoup plus que la moyenne, j'en suis conscient. Mais en fait, faut se dire, je voyage pas, je sors très peu, je fais pas de soirées, de trucs comme ça, ou très peu. Euh, j'ai une vie très calme, j'achète très peu de vêtements, j'ai les mêmes vêtements depuis des années. Euh, j'ai très peu de dépenses
de loisirs, notamment, ouais, voilà, les voyages, les vacances, j'en prends quasiment pas. Donc en fait, mes loisirs à moi, la part loisir de mon budget est très très majoritairement dépensée dans les livres, les mangas. Euh, et c'est à peu près tout. Hein. Je suis en train de regarder autour de moi, je suis dans mon salon. C'est vrai que c'est principalement ça que j'achète. Donc oui, que je dépense une centaine, allez, disons max une centaine d'euros par mois en livres et en mangas. En fait, c'est pas délirant hein, comme dépense. C'est pas ça qui fait que que j'ai plus d'argent. Enfin, j'ai pas plus d'argent. Hein, tout va bien. Je suis pas en train de chialer. Mais mais je veux dire, si j'étais dans une situation difficile, ce serait pas vraiment les mangas les coupables. Alors évidemment, j'arrêterais d'en acheter si j'ai plus le choix. Mais c'est pas ça le gros du budget. Je dépense beaucoup plus d'argent en bouffe, par exemple. Alors c'est une évidence, mais je dépense beaucoup trop d'argent en bouffe, quoi. Ça coûte trop cher depuis un an ou deux, depuis ouais même plutôt 2 ans. Ça a vraiment augmenté, quoi. Et c'est pareil pour tout le monde. Et c'est pas normal en fait. Pour le coup, la bouffe, ça devrait pas être si cher. Euh, et il y a un truc très énervant, je trouve, euh, dans la situation actuelle, c'est qu'il y a vraiment cette sensation, en France, c'est ultra évident depuis quelque temps, il y a cette sensation qu'on est livré à un gouvernement et on va dire à des puissants, que ce soit le gouvernement ou les grandes puissances économiques, euh, qui a vraiment une espèce de projet de raquette de vider les poches des couches sociales les plus faibles mais pas que les giga pauvres, hein, mais que en gros toute la classe moyenne, classe moyenne et moins, pour remplir les poches, leurs poches à eux, quoi. Il y a un truc, enfin, quand on met en parallèle, ça a été beaucoup débattu si vous êtes sur Twitter et compagnie en ce moment, ou si vous vous intéressez simplement au sujet, mais quand on met en parallèle la dette de l'État avec les aides aux entreprises, c'est une dinguerie. En fait, les entreprises prennent tout l'argent dispo de l'État, quoi. Et pour rien, contre aucune contrepartie, ça ne les engage à rien. Ils prennent juste l'argent, ils les mettent dans leur poche et ils repartent en sifflotant. Et on nous demande en parallèle, nous, de sacrifier des jours fériés, de bosser 2 ans de plus, peut-être maintenant 5 ans de plus, de peut-être là on va revenir peut-être sur une semaine de congés payés. C'est des dingueries en fait qui sont proposées et qui sont proposées soi-disant pour rembourser la dette, l'État n'a plus d'argent, tout ça, alors que les plus riches de l'État, les grands financiers, les grands patrons d'entreprise, ont multiplié leur fortune par 4 en 5 ans, et on parle de fortune à des centaines de milliards en fait. On parle de ces sommes-là. C'est là ce que je vise en parlant des riches. Il faut pas croire, parce que je crois il y a un vrai, il y a un vrai problème dans la représentation de qui est un riche dans la tête des gens. Il y a une vidéo qui est un peu connue sur Internet que je vous conseille vraiment d'aller regarder, qui est la vidéo de Usul. Quoi qu'on pense de Usul, je trouve que ces vidéos sont très pédagogiques. De Usul qu'il a fait pour Blast ou Mediapart, je ne sais plus, l'un des deux médias, sur l'héritage. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo d'Usul sur l'héritage. Usul et Host Politique, ils sont deux. On dit Usul parce que c'est le plus connu, mais et elle est vraiment bien là-dessus parce qu'en fait, je crois que beaucoup de gens, quand on parle des riches, qu'on dit faut en finir avec les riches, faut leur reprendre l'argent, ils pensent qu'on parle d'eux. En fait, la classe moyenne plus, la classe un peu bourgeoise, a tout de suite peur, dit ah mais moi mon salaire de 4000 euros, je l'ai mérité, ma maison de campagne, elle est à la famille depuis 3 générations, vous allez pas la prendre. Mais en fait, c'est pas vous qu'on cible. On n'en a rien à foutre de tes 4000 € par mois. C'est en face, on a des mecs qui vraiment gagnent 4000 € par seconde. Donc c'est eux, c'est eux à qui on veut faire les poches quoi. Il y a un truc, je pense que les gens c'est ont toujours envie d'appartenir à une classe supérieure ou en tout cas une classe sociale qui est pas la leur. Parce qu'il y a aussi le phénomène inverse de vouloir se penser plus pauvre qu'on ne l'est, vouloir dire moi je fais partie du peuple, je suis un prolo. En fait, être un prolo c'est très précis, prolétaire. Et la plupart des gens ne sont pas prolétaires, ils sont autre chose. Ça veut pas dire qu'ils sont riches, hein, mais c'est prolétaire, c'est très précis. Euh, Bref, je me suis un peu écarté du sujet dont je voulais parler. C'est ça quand on parle politique. Mais c'est que ouais, dans ce temps de crise très anxiogène, très où vraiment ça devient de plus en plus compliqué de savoir de quoi demain sera fait, surtout avec en plus la crise écologique qui se rajoute à ça. Ben en fait, paradoxalement, c'est devenu encore plus important pour moi de lire des mangas, de lire des BD, de lire des romans. Euh,
je pense que ça devrait être important pour tout le monde. Alors pas précisément ça, mais d'avoir des parenthèses d'échappatoire. Je sais pas si c'est le bon mot, des échappées, en tout cas des fuites, mais fuites dans un sens positif. En fait, de pouvoir s'autoriser à s'intéresser à des choses qui sont un peu moins anxiogènes, qui nous permettent de souffler un peu. Ça peut être, selon les cas, le sport, j'en sais rien, la peinture, je sais pas, le jardinage, n'importe quoi. Mais des trucs qui vous passionnent, auxquels vous pouvez vous consacrer longtemps, qui peuvent vous occuper beaucoup d'heures et qui sont pas en prise directe avec la politique, même si en fait tout est en prise directe avec la politique, mais c'est un autre sujet. Mais donc ouais, c'est paradoxalement, alors que je pense énormément à la situation actuelle, économique, politique, sociale, tout ça. Dans le même temps, c'est devenu très important. Je lis énormément, je passe beaucoup de temps à lire. J'adore faire mes vidéos, j'adore en parler avec vous, tout ça. Je trouve qu'il faut vraiment avoir les deux en même temps pour pas devenir ouf en fait quoi, pour pas péter complètement un plomb sur ce qui est en train de se passer et le fait que on est aux mains d'une mafia de racketteurs qui nous vident les poches pour remplir les leurs quoi. Et d'ailleurs, en parlant de cette mafia, je sais pas, alors ceux qui sont sur Twitter doivent connaître ce truc. Il y a un truc qui me fascine, un mème, je sais pas si on peut qualifier ça de mème, mais en tout cas un phénomène internet, qui est sur Twitter la phrase il faut, et après deux mots censurés, qui est un mot en 4 étoiles et un mot en 6 étoiles. Ne dites surtout pas en commentaire ce que sont ces mots, parce que ben, c'est des mots qui peuvent faire venir la police chez vous à 6 heures du mat, quoi. Donc on va pas les dire, je ne vais absolument pas dire, mais je trouve fascinant que tout le monde les comprenne sur Twitter quand on dit il faut 4 étoiles, 6 étoiles. Tout le monde sait ce que veut dire la phrase. Il n'y a pas les initiales, il n'y a pas les premières lettres des mots, il n'y a rien du tout. Et pourtant tout le monde sait. C'est-à-dire que la personne qui est concernée par cette phrase est tellement détestée dans notre pays à l'heure actuelle que tout le monde comprend cette phrase immédiatement et tout le monde est d'accord, ça a des milliers de likes à chaque fois. Je trouve ça ouf. Je me mets dans sa tête, je dis pas le nom, mais en fait tous les gens, c'est celui auquel vous pensez, évidemment. Euh, Tout le monde le hait, quoi. Le pays entier hait ce gars actuellement. Mais viscéralement, enfin moi je le déteste, j'ai rarement détesté quelqu'un comme je déteste ce gars, et c'est le cas de quasiment tout le monde, que ce soit à gauche ou à droite, tout le monde déteste ce type. Et je me dis, je me mets dans sa tête, je sais pas comment il fait. Bah, en fait, je pense qu'il est détaché du monde. Je pense qu'il ne s'aime même pas, il se tient pas au courant, il en a rien à foutre. Je pense il représente une caste de gens, une classe de gens qui est complètement hors sol et qui n'imaginent même pas vraiment qu'on puisse les détester en fait quoi. Pour eux, ce qu'ils font est tout à fait logique et n'importe qui à leur place ferait pareil. Et en fait, ils ont juste eu de la chance ou du mérite ou ah ben oui, mais ils ont travaillé pour en être là et eux ils doivent bien gérer un pays donc ben, ils ont pas le choix. Et gna 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 gna. Et, euh, et ouais, je pense qu'en fait, il est même pas conscient que le pays entier le déteste. Il doit minimiser ça en disant ah mais ça c'est l'opposition politique, ils sont toujours énervés. Alors que vraiment c'est tout le monde là. Son parti, vous voyez de plus en plus de qui je parle, hein, mais son parti, je crois, il n'y a plus que quelques milliers d'adhérents. Enfin, il représente plus personne, tout en nous représentant tous. Vous savez, vous voyez vraiment de qui je parle maintenant. Mais c'est insupportable comme situation. Je sais pas s'il y a déjà eu ce degré de détestation envers je vais pas dire son statut, ce serait peut-être un peu trop, mais envers quelqu'un qui a ce statut-là. C'est en tout cas ce même du 4 étoiles, 6 étoiles, je le trouve assez fascinant. C'est un truc que tout le monde comprenne une phrase qui pourtant est très codée. Il y a un truc un peu drôle là-dedans. Un peu drôle et complètement illégal, hein, c'est pour ça qu'elle est censurée. Mais même si évidemment tous les gens qui utilisent cette phrase n'ont pas envie de faire ce que dit la phrase, mais ça doit être incompréhensible pour ceux qui n'ont pas compris. Ceux qui n'ont pas capté ce qu'est la phrase, ça doit être complètement incompréhensible depuis 5 minutes. Mais il faut 4 étoiles, 6 étoiles, et vous avez compris qui est derrière les 6 étoiles, je pense. Euh,
mais je sais plus ce que je disais. Mais oui, enfin, je trouve ce phénomène marrant. Et voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire sur ce sujet. C'est vraiment, je vous ai dit, hein, ce serait pas un très bon Insomnia Club. Je conçois à la base, c'était vraiment ça les Insomnia Club. Je concevais ça sur les premiers épisodes comme une espèce d'ASMR en fait. Je me voyais enfin, je vous voyais les écouter le soir en vous endormant quoi. C'est pour ça que je les poste plus tard d'ailleurs que les vidéos. Les vidéos, je les poste en journée et les Insomnia Club, je les poste le soir. Euh, et je pense pas du tout que c'est comme ça que vous les écoutez au final. Dites-moi en vrai s'il y en a vraiment qui les écoutent en s'endormant. Mais je pense pas. Parce qu'en plus, c'est pas des vidéos ASMR. Il faudrait que je parle comme ça, que je parle tout bas et près du micro avec un meilleur micro. Et j'ai pas envie de faire ça. Donc oui, ça m'étonnerait que vous fassiez ça. Mais oui, à la base, il y avait vraiment cette idée avec les Insomnia Club de pas du tout réfléchir à ce que j'allais dire. Je continue un peu. Là, je pense que ça se sent dans cet épisode, mais quand même, je les aborde avec un peu plus de. Je prépare quand même vaguement les deux trois sujets que je vais aborder, euh, même si ça reste très improvisé. On va pas se mentir. J'aime pas trop la phrase "on va pas se mentir", alors que je la dis très souvent. À la fois, je la dis tout le temps et en même temps, je l'aime pas trop. Si quelqu'un me la disait, je crois que ça m'énerverait. Mais voilà, je ne sais pas où je vais avec cette réflexion. Je vous parle juste d'un autre truc qui me passe en tête parce que je l'ai sorti avec moi, je l'ai pris avec moi. J'ai lu un livre récemment que j'ai beaucoup aimé, enfin que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bien aimé. Je l'ai pas beaucoup aimé, j'ai juste bien aimé. C'était une bonne lecture. Je sais pas, j'avais envie de vous en parler. Qui est un livre qui s'appelle "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon" de Jean-Paul Dubois. Titre qui fait très manuel de coach de vie. C'est pas du tout ça, c'est un roman. Un roman qui a la particularité d'être un prix Goncourt. Et en fait, je crois que c'est le premier prix Goncourt que j'ai de ma vie. Ce qui est étonnant, parce que je suis écrivain, je suis maintenant même éditeur, et donc je suis dans le business. Et on pourrait se dire que ben, lire le prix Goncourt, c'est important. Et en fait, probablement que ça l'est un petit peu, mais je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Et là, je l'ai lu parce que ma mère m'avait prêté ce livre. Et elle me l'a pas du tout prêté en disant c'est le prix Goncourt. Et en fait, j'ai découvert que c'était le prix Goncourt pendant que je le lisais. C'est le prix Goncourt 2019 pour être précis. Et voilà, donc je me suis dit, ben, c'est mon premier Goncourt. Il se trouve que c'est un très chouette roman. Je sais pas si j'aurais dit que c'était le meilleur roman de l'année 2019. Il faudrait que je vois ce qui est sorti d'autre. Je pense pas, en vrai. Mais parce que c'est un roman assez anecdotique en réalité. C'est pas un grand roman qui va chambouler votre vie ou quoi. Mais il est très bien écrit. C'est un roman un peu tranche de vie, quoi, un peu qui retrace la vie de quelqu'un. C'est un mec qui est en prison, en fait, on sait pas pourquoi au début, et qui, depuis sa cellule, va raconter un peu ce qui l'a mené là, quoi. Et en fait, pour raconter ça, il va raconter toute la vie de son père, de ses origines et sa vie à lui. Et c'est une vie en fait très ordinaire. C'est un mec très normal finalement, alors qu'il y a deux trois particularités. Il a des origines scandinaves, des choses comme ça. Son père était pasteur, donc c'est des choses assez particulières, mais c'est des particularités qui sont pas dingos quoi. C'est pas, il a pas vécu des trucs de ouf, voilà. Et donc c'est ça qui rend le personnage finalement très intéressant, c'est que d'habitude on va choisir dans les romans souvent des personnages justement qui ont une particularité plus ou moins grande, mais qui ont quelque chose qui justifie que ce soit eux au centre d'une histoire, que ce soit eux dont on va nous parler pendant 300 pages. Et là en fait ce gars-là n'a pas vraiment ça quoi. Il y a deux trois particularités comme je disais, mais qui sont égales aux particularités que chacun d'entre nous ou chacune d'entre nous a dans sa vie. On a tous des particularités. Moi, c'est particulier que je sois écrivain, et en même temps, c'est pas très particulier. Euh, Vous, je suis sûr que vous avez deux trois trucs où si vous le dites, les gens sont un peu étonnés, que ce soit dans votre histoire familiale, dans votre métier, dans l'endroit où vous vivez. Mais c'est pas des dingueries. Et là, c'est pareil. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Parle d'un mec ordinaire qui a ses particularités, mais qui sont des particularités ordinaires. Ça paraît antinomique comme terme, mais je pense que vous comprenez. Et c'est très chouette. Et le roman alterne en fait ce qu'il nous raconte à la première personne, où il retrace tout son parcours jusqu'à qu'est-ce qui l'a mené en prison. Je vais pas vous dire évidemment. Euh, on a des indices très tôt, mais qui peuvent aussi nous mener sur des mauvaises pistes par moment. Euh,
Et il alterne entre ça et les passages en prison avec son codétenu qui est un genre de Hells Angel à moitié fou mais un peu attachant. Qui est pas, c'est pas une menace du tout. Il est pas menacé par son codétenu. Ils s'entendent plutôt bien, même si l'autre est vraiment un peu, c'est un cas quasi psychiatrique sous certains aspects. Mais voilà, c'est un roman que j'ai bien aimé, que je vous conseille en fait. C'est une de mes lectures qui m'a marqué, qui est pas très loin. Il fait 235 pages. Là, je suis en train de regarder 236 précisément. C'est vraiment cool, très touchant par moment. Il y a des et surtout, en fait, c'est surtout pour ça que je vous le conseille. C'est très bien écrit. C'est-à-dire que le fait justement, je pense que l'histoire soit très simple, très ordinaire, très tranche de vie, et qu'il n'y ait pas de grands propos, euh, c'est très dur de dire de quoi parle le livre en termes, vous voyez, sociétaux, politiques, culturels. Non, c'est la vie d'un gars, quoi. Et le fait justement qu'il y ait une base comme ça narrative très plate, c'est pas un défaut hein, de dire que c'est plat, mais je veux dire, il y a pas de grosses saillies de choses où on se dit ouais c'est une bonne idée ça. Non, il n'y a pas de bonnes idées en fait dans ce roman. Et justement, ça laisse énormément de place à Jean-Paul Dubois, l'auteur, pour déployer une écriture à la fois très simple. C'est pas du tout des fioritures. C'est pas des métaphores en veux-tu en voilà. C'est pas des phrases à rallonge. C'est pas des longues descriptions. Non, c'est très simple, très sujet-verbe complément. Et en même temps, c'est un parfait exemple d'un roman où chaque mot est à sa place, où il n'y a pas un mot en trop, il n'y a pas un mot qui manque. Chaque phrase, elle est parfaite. C'est la phrase qu'il fallait pour dire ce qu'il voulait dire. Et c'est une leçon d'écriture, je trouve, ce roman, dans la sobriété, dans le ne pas en faire trop. Les scènes, elles durent ce qu'il faut. Il y a jamais de gras, il y a jamais de moment où on s'emmerde un peu, où on se dit ouais, allez, peut-être qu'on peut avancer. Non, parce que le plaisir passe par chaque phrase. La découverte du talent de l'auteur. Alors la découverte, c'est un auteur très confirmé, hein, c'est pas. Mais ouais, la plongée dans cette histoire-là, dans cet imaginaire-là, dans cette vie-là de ce personnage passe par l'écriture, par cette écriture précise, sobre, parfaite, parfaite pour ce que ça raconte. Donc, si vous avez envie de lire un roman très bien écrit, encore une fois, très bien écrit, faut pas croire que c'est de la poésie. Pas du tout. C'est presque le contraire. C'est très simple dans l'écriture, mais c'est ouais une leçon de sobriété. Lisez Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois. C'est une de mes dernières très bonnes lectures. Et est-ce qu'il y a eu d'autres trucs culturels que j'ai aimés ces derniers temps? Je suis en train de réfléchir. Hors manga, évidemment, parce que les mangas, on en parle en vidéo. Qu'est-ce que j'ai lu de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai vu des films horribles. J'ai été voir. Alors, c'est un truc. J'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux parce que le film se fait démonter pour d'autres raisons, pour des raisons justement politiques et de racisme en fait. Mais le fait est que le film est également extrêmement mauvais, mais à un point que c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie, je pense. C'est Le Grand Déplacement avec de Jean-Pascal Zadi. C'était horrible. Je sais pas si vous voyez ce qu'est ce film. C'était un enfer, mais un enfer tel que je pense. Enfin, moi, j'ai ma grande théorie, c'est que le film a été charcuté en fait par la production, je sais pas quoi. Il donne l'impression qu'il en manque la moitié en fait dedans. Pas la moitié à la fin, mais la moitié tout le temps quoi. Que les scènes durent jamais assez longtemps, que rien n'est développé, les personnages, ils ont des mini intrigues personnelles, mais qui sont jamais conclues. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Le film est très court. Il fait 1h10. On n'a plus l'habitude de voir des films aussi courts au cinéma. C'est pas très drôle pour une comédie. Euh, mais c'est pas très non plus que ça se veut aussi un film de science-fiction. Mais c'est pas assez science-fictionnesque. Il y a rien qui marche. C'est affligeant. Mais affligeant, pas sur l'humour en fait quoi. Enfin, si sur l'humour aussi en fait, mais je veux dire, c'est pas que ça le problème. D'habitude, le problème des comédies françaises, c'est que c'est pas très drôle ou c'est un peu raciste, machin. Là, c'est même pas ça, quoi. C'est que tout le film est mal fait. Là, pour le coup, c'est une contre-leçon de cinéma, quoi. Comment ne pas faire un film en termes de narration, mais même de montage. Ils utilisent énormément le fondu au noir, qui est un truc qu'on voit très peu, en fait, dans les films pro, quoi. Vous voyez ce que c'est, le fondu au noir? C'est passer d'une scène à l'autre
avec un écran qui devient progressivement noir en quelques secondes, hein, c'est très rapide, mais la scène 1 devient progressivement noir et le noir redisparaît et on arrive en scène 2. Mais c'est en fait très cheapos, très old school comme montage. Euh, c'est trop bizarre. Le film, il y a rien qui fonctionne. Je ne comprends pas ce film à un point où je me dis ouais, il y a un problème. Enfin, j'ai du mal à croire qu'un mec, Jean-Pascal Zadi, qui a fait d'autres films, alors que je trouve pas non plus géniaux, hein, pour être très honnête, mais il a quand même fait des films. Il connaît un peu le cinéma, il a joué dans des films et tout. Ça me paraît trop bizarre qu'un mec qui soit pas un débutant fasse un film aussi mal raconté, aussi mal monté, aussi mal écrit. Euh, ouais, j'ai envie de croire qu'il y a eu que c'est pas la bonne version qu'on a vue, quoi. Que même à la fin, elle est trop bizarre. J'étais à tel point de surprise que ce soit la fin du film, parce que ça conclut rien, c'est trop étrange, que je pensais que quand le générique est arrivé, je suis resté très longtemps dans la salle parce que je pensais qu'il faisait la blague du faux générique et qu'en fait le film allait repartir. Ben non, c'était un vrai générique et le film n'est pas du tout reparti, n'est pas du tout reparti et ouais, c'était horrible, vraiment un des pires films de ma vie. Voilà, n'allez pas voir Le Grand Déplacement. De toute façon, a priori, personne ne va le voir, c'est un flop monumental. Et sinon, en truc culturel, qu'est-ce que j'ai fait de cool? J'ai été voir hier une expo à Paris, alors une toute petite expo, mais d'un peintre japonais, je sais pas si vous connaissez sur Instagram peut-être, qui s'appelle Hiroshi Nagai, qui est un peintre qui fait des tableaux tradis en peinture, quoi. Très Miami années 70, un truc très, on imagine beaucoup ces illustrations, enfin ces tableaux, on les imagine beaucoup en pochette de disques de disco funk, de trucs. Il y a une ambiance de flic à Miami. Je sais pas si vous voyez un peu cette esthétique. Allez voir en fait sa page Instagram. Je vous la mettrai en lien, tiens, de Hiroshi Nagai. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a une ambiance. Moi ça me rappelle les jeux vidéo Streets of Rage. Je sais pas pourquoi j'associe vraiment. Il y a un truc de building la nuit, mais de building à Miami avec des palmiers, des piscines. Il y a un truc très estival. C'est l'été quoi qui représente. Et d'ailleurs l'expo s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a un nom d'été, genre It's Always Summer Somewhere, un truc comme ça. Somewhere It's Still Summer, c'est ça. Et voilà. Et donc j'ai été voir cette expo qui est moyennement intéressante dans le sens où en fait il y a pas d'originaux. C'est à Paris dans la galerie Sato. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est gratuit, hein, vous pouvez y aller. Faut réserver, mais c'est gratuit. Il n'y a pas d'originaux, donc c'est un peu décevant parce que comme c'est de la peinture traditionnelle et qu'en plus il joue beaucoup sur les dégradés, notamment pour le ciel. Quand on voit le ciel, on se demande comment il a fait ça en traditionnel, quoi, en fait. On a l'impression que c'est du numérique et en fait non. Mais et donc c'est un peu chiant de pas avoir d'originaux, enfin un peu chiant, un peu décevant. Il y a une quinzaine, une vingtaine, quelque chose comme ça, de reproductions très très haute qualité. Donc on a presque l'impression que c'est des originaux, mais ça n'en est pas. Donc c'est un peu décevant. Il n'y a pas beaucoup de pièces, comme je vous dis, il y en a 15-20. Euh, et il y a rien à vendre. Alors il y a rien à vendre. C'est-à-dire, moi j'espérais repartir avec ma petite carte postale, mon petit truc, un petit souvenir à accrocher chez moi, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et il y a rien de tout ça. Il y a même pas l'affiche de l'expo, par exemple. Il y a rien. Il y a juste que vous pouvez acheter les reproductions, sauf que les reproductions, elles sont à genre 2 500 €. Et pour une reproduction, hein, c'est pas des originaux. C'est des photocopies très haute qualité. Alors très haute qualité, à tel point que vous voyez quand vous regardez bien certains tableaux, enfin certaines reproductions, vous voyez la toile du tableau. Vous devinez les fibres du tissu et tout. Donc c'est vraiment de la très haute qualité, mais c'est quand même des reproductions. Alors qui sont numérotées, elles sont limitées à 10 exemplaires chacune. Mais ça, c'est un choix. Ils auraient pu en imprimer 100 en fait. Donc, ouais, le marché de l'art, c'est un délire hein, quand même. Et surtout le marché, même pas des originaux, quoi. Il y a un truc un peu, ouais, c'est un peu c'est de l'inflation, enfin pas de l'inflation, mais c'est comment dire ça. En tout cas, c'est des prix imposés par le marché qui sont complètement arbitraires en fait, quoi. S'ils avaient décidé de vendre les reproductions 200 €, ils pouvaient le faire, quoi. Alors peut-être que ça coûte un peu plus cher à faire, parce que c'est vraiment de la très très haute qualité en termes d'encre, de papier et tout. Mais en fait, ils auraient pu les vendre genre 500 €, allez. Et même 500 €, c'est cher, hein. Mais là,
Ouais, 2500, jamais de la vie j'achète ça, évidemment. Enfin, genre, je sais même pas pourquoi je précise, mais je sais même pas qui achète ça, quoi. Un original, je comprends qu'on puisse mettre beaucoup d'argent pour un original d'un artiste, pour une reproduction quand même, la flemme, quoi. C'est En plus, moi j'aime bien acheter des œuvres en fait sur internet via Instagram et tout. Alors des œuvres d'artistes très peu connus. Hein. Imaginez pas que je suis en train de dépenser des milliers d'euros. Quand je dis j'achète des œuvres, en fait c'est des trucs, enfin des œuvres, des dessins, des illustrations qui me coûtent en général entre 50 et 100 euros. Et j'en achète pas tout le temps. Hein. J'en achète une tous les 6 mois. J'en ai quelques-unes chez moi et c'est quelques-unes quoi. C'est pas une collection. Euh, c'est un truc que j'aime bien, je trouve que c'est une belle manière de soutenir les artistes, d'avoir un bel objet qui a un morceau d'histoire, parce que c'est un original, quoi. C'est un truc où l'artiste a... Vous avez littéralement son dessin chez vous, voilà. Et quand c'est des artistes que j'aime, des petits artistes, voilà, c'est un beau moyen de les soutenir, quoi, je trouve. Et après, vous vous retrouvez avec un truc très cool chez vous. Mais ouais, enfin, dès que ça part dans des prix à plusieurs milliers d'euros, quoi, ou même à 1 000 euros, enfin, c'est des trucs quand même qui s'adressent à un certain public. Acheter un truc à 10 000 euros, un tableau, je sais pas, en fait, vous pouvez pas le faire. Je ne peux pas le faire, vous pouvez pas le faire. Très peu de gens peuvent le faire, en fait. Même si vous avez 10 000 euros, ben, vous pouvez pas vraiment les consacrer à un tableau, à moins d'avoir, en fait, 1 million d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et ouais, bah alors je sais que c'est aussi de l'investissement. En fait, le marché de l'art, ça consiste pour beaucoup de gens à acheter des choses pour les revendre plus cher plus tard, quand l'artiste aura coté tout ça. Mais ça, c'est un aspect qui m'intéresse vraiment pas. Moi, j'achète les quelques œuvres que j'ai achetées, c'est vraiment pour les garder, quoi, parce que j'aime les artistes et tout. Et voilà, je sais plus où j'allais avec ça. Mais en tout cas, si vous êtes sur Paris et si vous avez envie de passer une vingtaine de minutes, une demi-heure, à voir des jolis tableaux, mais vous ne les verrez pas vraiment, mais vous verrez des reproductions, ben allez à la galerie Sato. L'endroit est marrant parce que c'est au fond d'une cour dans un immeuble. Vous savez pas en passant dans la rue qu'il y a une galerie d'art en fait. C'est vraiment dans un appartement quoi. Et en vrai, c'est vraiment cool ce que fait Hiroshi Nagai. Donc ouais, si vous êtes sur Paris, ça prend 20 minutes d'aller un peu regarder les tableaux. Ça fait une petite parenthèse dans votre journée, c'est très sympa. Voilà, faites peut-être ça si vous avez envie. Je vous souhaite un bel été. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode normal de l'étagère à manga. Enfin, normal, oui et non, parce qu'on va parler du livre Terrorisé de Junji Ito, qui est son manuel d'écriture slash autobiographie, et donc qui est un livre, c'est pas un manga. Mais je le mets dans l'étagère à manga, j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est quand même, ça s'adresse aux fans de manga, quoi, et aux fans de Junji Ito notamment. C'est très très bien. Je vous spoil un peu, ultra bon livre, très bon manuel d'écriture si vous vous intéressez à l'horreur, et très intéressant si vous êtes fan de Junji Ito. Voilà, on en parle en détail la semaine prochaine. Merci d'être arrivé jusque-là. J'espère que c'était pas trop inintéressant. Je ne sais déjà plus de quoi j'ai parlé. Et à plus. Prenez soin de vous.